Et maintenant, le Mini Countryman devient électrique, c'est à vomir. Vraiment, tout est voiture électrique, voiture électrique. Oui, c'est la phrase typique du Diesel Dieter. Et comme je tiens à rendre hommage à chacun, y compris à Diesel Dieter, j'ai pensé qu'on pourrait faire une petite chanson du point de vue de Diesel Dieter, car il ne lui reste vraiment que ce monde de fable, parce que le reste est en fait plutôt cool. All around me are electric cars and charging stations, charging patients. People standing, cleaning up their glasses. No expression, it's charging session. Children calling up their dads and saying, it's my birthday, but he will be too late. And I find it kind of funny, and I find it kind of sad. The dreams I am not charging are the best I've ever had. I'm driving a diesel which is cleaning up the air. Think of African children, it's a very, very mad world. Mad world. Alors, et si c'est vraiment le cas où on reste debout jusqu'à avoir mal aux jambes, qu'on doit appeler l'enfant ou que l'enfant appelle et dit « Hé papa, c'est mon anniversaire, où es-tu » Ce n'est pas nécessaire, je vous le montre dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une voiture extraordinaire, à mon avis. Après une longue période, voici à nouveau une Mini. La seule Mini que j'ai réalisée était basée sur la BMW i3. Ces temps sont révolus avec une puissance de charge de 50 kW et compagnie. Le Mini Countryman électrique, qui offre également de la place largement suffisante pour la famille, pourrait très bien ne plus être considéré juste comme une voiture secondaire dans le futur. Peut remplacer votre auto à combustion. Si après cette vidéo vous dites « Oh non, pour une raison, c'est pas pour moi » ou « Je n'aime pas Mini, bien que je ne puisse comprendre pourquoi », si cela ne vous plaît pas, alors vous trouverez sur Eviom quelques alternatives. Le pendant par excellence, pour rester un peu dans le français. Pour cette voiture, il y a le Smart Hashtag 1 ou le Smart Hashtag 3, car ce dernier n'est que de 4 cm plus court, au moins pour le Hashtag 3. Et offre performance similaire avec traction, plus de puissance sous le capot. Alors, il y a des offres de leasing spéciales sur Eviom que vous trouverez. Assurez-vous de vérifier régulièrement Eviom, car nous proposons souvent des offres de leasing spéciales ou d'autres promotions qui pourraient vous être utiles, et bien sûr, presque 8000 voitures électriques. Cela vaut donc la peine d'y jeter un coup d'œil, et maintenant, voyons ce qu'il peut faire. Bien sûr, pas tout est positif, comme avec toute voiture, mais je suis ici pour montrer ce à quoi attendre de cette voiture quand vous irez au concessionnaire et direz « Voilà, ça sera ma nouvelle voiture, donc bienvenue chez Carmaignac ». N'oubliez pas une chose très importante quand je vous offre un tel décor. Laissez un abonnement, ça serait vraiment sympa avec 1,2 million de spectateurs, mais seulement 290 000 abonnés. Je suis encore un peu insatisfait donc. Je suis content que vous soyez là. Savez-vous qui repose là-dedans? Il y a quelqu'un tout en bas, une histoire vraiment dramatique parce que ces poutres en béton se sont effondrées ici en dessous. Reposent les souhaits de Diesel Dieter. Que les voitures électriques ne prévalent pas. C'est fini et moi aussi je suis un grand fan des moteurs à combustion, mais c'est fini. Et des voitures comme celle-ci sont là pour nous aider à accepter ce rêve révolu, faciliter cette transition. Parce que nous n'avons plus ce petit type de batterie comme à l'époque avec la Mini i3, mais plutôt une taille de batterie adéquate. Et maintenant, certains de mes auditeurs critiques se poseront peut-être des questions. Diront, attendez, n'avez-vous pas justement dit pour le iX2 que cette batterie était trop petite? Pourquoi trouvez-vous cela bien pour celui-ci? Eh bien parce que je pense que cette voiture a tendance à être une seconde voiture, que la famille a peut-être encore une voiture à combustion comme plus grand véhicule, et celui-ci pour se balader en ville en famille, ou pour l'homme ou la femme, qu'un iX2, d'autant plus que le iX2 est aussi plus cher. Il faut le dire, nous avons ici 64,7 kWh de batterie, et exactement le même moteur. On devrait vraiment en mettre plus là-dessus, non? Je vais aller devant pour que vous puissiez en profiter, parce qu'on va d'abord montrer la voiture de l'avant avec son joli museau et tous ses moucherons écrasés. Oui, j'étais sur l'autoroute et on a aussi pris les virages assez serrés,
pour que vous sachiez si ça peut rivaliser avec une John Cooper Works, parce que d'après les données brutes, ça devrait être possible, en fait. Et maintenant, voici la bonne nouvelle, c'est enfin la saison pour le détachant d'insectes Quisica maniac. Parce qu'en Allemagne aussi, il commence à faire plus chaud, pas aussi chaud qu'ici. Nous sommes maintenant au Portugal, que nous ne sommes plus à Chemnitz, vous l'avez probablement remarqué à l'arrière-plan, 20 degrés, magnifique. Avec cette température, la saleté des mouches revient aussitôt. Donc, le nettoyant pour insectes est votre solution. Et ensuite, on le regarde droit dans les yeux avec son beau LED et son petit nez typique. Rien n'a changé là-dessus, il existe toujours en version thermique. Ici aussi, tout comme pour la famille BMW, nous n'avons pas de base entièrement électrique. Cela signifie, puisque nous étions justement sur les données, 313 chevaux pour la version à 4 roues motrices que nous avons ici et 204 chevaux pour celle à traction avant. H, tout comme pour le iX2, donc le iX2 a tout cela comme celui-ci, mais pas même dans une version échelonnée où on dit d'accord, c'est une BMW, c'est plus grand, on augmente la puissance, plus de batterie. Non, c'est strictement le même modèle. Ici, c'est bien un S, oui, un Cooper S. On connaît bien cette abréviation S depuis déjà très nombreuses années. Et maintenant, ça a débarqué ici. Il y a aussi le John Cooper Works, mais alors en version thermique, il a donc 300 chevaux sous le capot. En pilotant cette incroyable merveille, je vais tout expliquer, car très souvent, les conducteurs de voitures électriques disent « vous avez bien 313 chevaux puissants ». C'est même plus que chez le John Cooper Works. Ça sera comparé avec le John Cooper Works. Ce n'est pas si simple que ça. Donc il faut vraiment s'atteler à démêler ce rose rouge un peu. C'est génial avec l'électrique, mais tout ne se transpose pas toujours un à un, même si le nombre de chevaux est le même. Donc dit essieu avant, arrière entraîné, moteur à l'avant, à l'arrière, jantes de 20 pouces. Je trouve ces jantes magnifiques et regarde ici, je viens juste de les toucher. Tu vois par exemple que leur couleur cuivrée est encore plus évidente lorsqu'elles sont propres. Je ne savais même pas que je pouvais aussi parfaitement vous recommander le nettoyant pour jantes Quisica maniac que je recommande. Ici, de belles surfaces pour nettoyer les jantes, généralement vaporise dessus, une belle surface plane, pas besoin de tant de rainures, ça m'énerve toujours. Ici, une décoration de passage de roue en plastique. Et puis là, bien sûr, les rétroviseurs cuivrés, je trouve ça très beau. Aussi le fait qu'on n'ait pas utilisé de chrome, mais que cela soit mat, tout comme le toit lui-même. La barre de toit en noir, c'est aussi une voiture assez haute. Alcatre indique que c'est une transmission intégrale avec cette décoration de passage de roue en plastique. Avec ses ornements fantaisistes. Et nous voilà déjà à l'arrière. La voiture mesure 4,43 mètres de longueur, donc 3 cm. Comme déjà mentionné, plus longue qu'une Smart Hashtag 3. On ne peut pas vraiment faire de comparaison directe. En fait, il faut le comparer au Hashtag 1 en raison de sa ligne de toit et de sa forme plus proche de celle d'un SUV. Il est bien plus court, mesure seulement 4,27 mètres. Donc ce n'est pas une énorme voiture. Et donc, voilà le calcul mental, il est en fait 12 cm plus court que son frère, l'iX2, qui a les mêmes caractéristiques, Countryman S. Certains pourraient être dérangés par le fait que l'abréviation S a été adoptée pour la mobilité électrique. Je ne trouve pas ça mal, parce qu'avec 313 CH, il peut bien s'appeler S, puisque les versions S d'une Mini Cooper n'ont jamais été aussi puissantes jusqu'à présent. Donc elles n'ont jamais eu 313 SH, et maintenant nous allons ouvrir le coffre pour vous. Une lunette et un essuie-glace arrière sont extrêmement importants pour beaucoup. Ouvrons-le maintenant, et voici qui s'ouvre devant vous, le vaste et mystérieux monde contenu dans un coffre. Lequel ici, nous avons volontairement laissé, comme tu vois maintenant, si 2 personnes partaient en voyage, cela ressemblerait à ça. Au fait, nous avons ici Konsti à la caméra, un pouce levé pour lui à ce moment, parce que, en fait, depuis hier, c'est la première fois que nous travaillons ensemble comme ça. Donc temporairement, parce que Francesco n'est pas avec nous en ce moment, et il a ses affaires dedans. J'ai mes affaires dedans. Cela signifie une valise de cabine, mais déjà gonflée. Sac à dos, oui, effectivement, un très gros gimbal est toujours à l'arrière. Mon coussin de nuque, ici, est essentiel pour le confort dans l'avion. Et bien sûr, il y a des vestes, quelques objets similaires, et aussi, naturellement, le sac à dos de Konsti. Voilà à quoi ça ressemble quand on charge 460 litres. C'est en fait le volume de chargement, et cela lui donne 90 litres de plus que le Hashtag 3, qui a le plus grand coffre que le Hashtag 1. Donc en termes de volume de chargement, tu l'emportes ici contre le Smart, si tu veux plutôt partir en voyage. Je vais le refaire pour vous, même si cela n'est pas très visible. J'ouvre ici à l'arrière pour que vous puissiez voir. S'ouvre très rapidement, et puis cela peut vraiment être étendu à environ 1470 litres, je crois fermement, ou même 1430. Je vais vous le remontrer, j'ai oublié le chiffre. Et c'est vraiment chouette. Donc, on peut vraiment bien charger et aussi séparer les sièges arrière l'un de l'autre. D'ailleurs, exactement dans le même style que le iX2, avec cette boucle que tu dois tirer ici, ce qui, entre nous, m'agace un peu aussi.
Et puis voilà, on aborde vraiment et en détail la question de la recharge en déplacement, sans aucun doute, évidemment. Nous arrivons aussi à la borne de recharge, batterie à 5% pour que vous sachiez ce qu'il en est. Ce que je trouve toujours beau chez BMW, c'est qu'ici, comme chez Mini, on n'a pas ces boutons en caoutchouc lait, comme chez Mercedes. J'ai un bouton en caoutchouc, en haut c'est libre, sorti avec difficulté, puis ça pend. Pourquoi chaque fabricant ne peut-il pas simplement résoudre cela avec 2 de ses portes de service, couvrir tout cela, ou alors le laisser ouvert? Et c'est tellement plus élégant, vous ne trouvez pas? Je trouve ça vraiment bien. À l'arrière droit, comme dit précédemment, cela vient finalement de l'idée du moteur à combustion. Ai-je oublié certaines données, mes chers? Vous possédez bien évidemment une pompe à chaleur, il est important de le noter. Et bien sûr, n'oublions pas que nous avons ici les feux arrière Union Jack. Je trouve le design de cette version Mini incroyablement beau. Pour être honnête, je n'ai jamais trouvé le Countryman si joli. Savez-vous pourquoi? Parce que la voiture était si grande, donc bien plus grande qu'une Mini, et puis ces tout petits feux arrière, ça avait l'air comme ça, ridicule. Maintenant, on a de vrais beaux feux arrière qui simplement correspondent à l'avant de la voiture. Avec le design Union Jack, comme je l'ai dit, aussi avec des effets graphiques, quand on allume ou éteint la voiture, ou quand on la verrouille ou déverrouille, également à l'avant avec le LED. Alors, je veux dire, d'accord, il n'a pas l'air aussi sportif qu'un Hashtag 3, c'est justement ce qui plaît tant à ma femme et à moi dans cette voiture. Plus aérodynamique, elle est un peu, plus massive. À cause de la ligne de toit allongée, mais je le trouve vraiment beau dans son allure, comme il se présente ici. Je trouve vraiment, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Aussi la combinaison des couleurs, on a ce cuivre et bleu, vraiment au top. Maintenant, la question se pose, si avec la longueur du véhicule, surtout en comparaison avec la Smart, il faut en quelque sorte payer un tribut, parce que le coffre est bien plus grand. Comment ça se passe pour l'espace arrière, mais bien sûr aussi pour le cockpit, c'est le plus important. Il y a tant à découvrir, car la voiture, jusqu'à présent, n'a pas été vue ainsi. Venez du côté passager. Je suis toujours content quand je peux vous montrer quelque chose qui n'est pas une dérivée, mais complètement nouveau. Et je dois vous dire, Mini, vraiment, c'est un très bon travail remarquable, et cela malgré le fait qu'on a utilisé vraiment beaucoup de plastique ici. Mode clé ici, mon appel aux fabricants, si vous utilisez du plastique, jouez simplement avec le plastique. Petit bouton, encoche, cela donne déjà une toute autre allure. Alors, je pardonne le fait que ce soit du plastique là-haut. Ce n'est pas tant le matériau qui m'importe, mais plutôt si c'est lisse et sans âme, comme dans une camionnette de livraison vieille de 30 ans, ou si c'est un peu plus ludique. Ceci, oui, c'est vraiment un très beau textile, et ça a une sensation absolument superbe. Il existe 3 designs d'intérieur très différents. Celui-ci, en particulier, inclut ces magnifiques sièges de couleur marron. Et ceux qui ont un semblant de sens des couleurs, ce qui n'est pas mon cas, mais quand même, on sait que bleu et marron, ça ne va pas vraiment ensemble. Mini joue parfaitement avec ça. Il y a du bleu ici, du marron, puis bien sûr à nouveau du bleu ici. Alors vraiment, c'est une symbiose cool et assez unique. On a également des coutures en rouge et bleu, puis le marron, ce qui est assez joli. Alors, ça me semble vraiment très harmonieux. Ça me plaît vraiment énormément. Et les sièges sont vraiment sensationnels au toucher. Oui, et ils ont aussi une belle allure. Cependant, encore une fois, pour mon fidèle spectateur de Carmagnac, qui mesure 1,95 et dont je ne connais malheureusement toujours pas le nom à cause de son surnom étrange, il n'y a pas d'appui-tête réglable. Ça devrait être bon, voilà à quoi ça ressemble pour moi à 1,88. Donc je pense que ça passe. Des fentes de ventilation verticale et puis bien sûr ce très magnifique et élégant cadran rond, ce compteur de vitesse extrêmement rond, parce que Minia affirme fermement. Quand tout le monde préfère sélectionner le carré, nous, de notre côté, on opte résolument pour le rond. Je trouve ça vraiment cool, mais bien sûr jetons un coup d'œil rapide ici aussi, pour qu'il n'y ait pas trop d'empreintes digitales. C'est aussi un système complètement neuf, totalement inconnu pour moi. Oui, tu remarques évidemment tout de suite la famille BMW ici, et tu vois aussi que, parce que c'est la famille BMW, c'est quand même un peu fragmenté, parce que tu as tellement d'informations ici. C'est finalement un peu comme leur propre interface utilisateur, en quelque sorte, comme Smart l'a fait, seulement Smart a un peu poussé les choses à l'extrême avec sa propre interface utilisateur et ne s'est absolument pas inspiré de Mercedes. Ici, tu peux encore sentir BMW, c'est l'écran principal. Ici, par exemple, tu ne le sens pas. Tu as ici les données météorologiques, tu vois ici toutes sortes de choses. Oui, la navigation, par exemple. Ou ici en bas, à nouveau, cela. Et puis, tu appelles en quelque sorte tout le menu. Cela rappelle vraiment BMW, comme l'étiquetage et tout ça. C'est aussi très accidenté. Par accident, je veux dire, vraiment, je ne sais jamais où c'était, car tous les logos semblent identiques. Oui, où était-ce encore, par exemple ce qui est appelé chez BMW Live Vehicle s'appelle ici données véhicules. Alors, tu peux regarder ça ici. Mais les paramètres du système ne sont pas ceux de la voiture. Alors, cherchons ailleurs. Tu as Android Auto sur Apple CarPlay. Assisted View, ce ne sont pas les systèmes d'assistance à ne pas confondre. Oui, tu as aussi le Drive Recorder comme chez BMW, vraiment génial. Une dashcam par exemple.
C'est quelque chose qui me manque énormément chez Mercedes. Et franchement, je n'ai pas envie de coller une dashcam externe. Ça a un peu l'air délabré. Alors ici, tu as en quelque sorte une grande fonctionnalité, mais malgré tout, ce côté un peu érodé de BMW. Mais une fois que tu t'y es habitué, tu sais où utiliser quoi. Je teste aussi beaucoup de voitures, donc il faut constamment s'adapter. Les réglages du climatiseur doivent être appelés séparément, donc tu ne les trouves pas ici, mais tu dois les activer explicitement. C'est en fait très intuitif, donc il faut un peu le faire ensemble maintenant. Vivre ce GPS qui, par son apparence arrondie, est vraiment un accroche-regard. Et quand tu le touches, il est incroyablement fin. Oui, c'est presque comme du papier. Cela crée de façon évidente une sensation vraiment unique au toucher. Et encore une fois, comme avec la BMW, absolument rien ne grince, vraiment. Je ne sais pas pourquoi d'autres ne peuvent pas faire ça. Rien. Rien ne grince, et cela témoigne simplement d'une qualité de fabrication absolument fantastique. Pourquoi les autres ne peuvent-ils pas faire pareil? Nous avons de nouveau ici ces interrupteurs d'avion, malheureusement un peu éloignés de cet esprit Mini original avec ces commutateurs chromés que tu avais aussi à beaucoup d'endroits pour la climatisation. Maintenant, tu as ici le levier de sélection des vitesses avec haut et bas, plus de détails à suivre. C'est le bouton de démarrage, tu le tournes ainsi. C'était vraiment magique, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment cool. Et ici, le commutateur de dynamique de conduite entre les différentes expériences, comme il l'appelle. Et ensuite, juste ici, découvrez un tout petit bouton de volume qui est également conçu pour être tactile. Dégivrage de la lunette arrière, chauffage maximal pour le pare-brise, caméra. Et lorsque tu appuies ici, tu as aussi directement accès au système d'assistance à la conduite, la propulsion, la suspension et la recharge en un coup d'œil. Le volant, j'aime vraiment énormément ça, c'est une passion. Alors, tu as ici tout simplement une très bonne et grosse bosse impressionnante. Cela a un côté sportif. On a dit, on ne fait pas juste une petite encoche, mais une grosse. Alors, j'arrive à peine à y faire le tour avec mes doigts. C'est du plastique ici, mais encore une fois, un type agréable de plastique. Alors, je préfère de loin ce haut d'airbag à celui de ma Mercedes EQS qui coûte plus de 200 000 €, où tu ne peux pas l'avoir en cuir. Ici non plus, mais c'est un joli plastique avec le logo Mini. Des boutons tactiles. Merci beaucoup Mini de ne pas suivre cette mode tactile. Et bien sûr, les leviers à la manière de BMW, on ne doit absolument pas les oublier du tout. Ils entrent également en jeu ici, évidemment. Mais il faut aussi mentionner quelque chose de négatif. Ici, en bas, cela aurait pu être réalisé avec un peu plus de soin, comme chez BMW. Alors, ces lève-vitres ici, c'est du plastique de la plus basse qualité, on vient juste d'en parler. Rend le plastique simplement plus attrayant. Une petite bande de chrome, quelque chose comme ça, c'est juste incroyablement et vraiment très cheap. Ici, c'est encore juste un peu souple, mais quand tu ouvres la porte, ici en bas, c'est encore un désert de plastique impitoyable. Ce plastique de camionnette mentionné plus tôt et aussi ici, j'ai cette bouteille dedans pendant le trajet, pas doublé de feutre. Le plastique te donne immédiatement un acoustique, un retour désagréable. Mais là-haut, c'est d'autant plus beau. Combien cela aurait-il coûté de doubler également ceci avec ce tissu? Et ici aussi, comme ce dégradé de couleur se fait, cela me semble si beau. Aussi avec cette poignée de porte en cuivre, qui ne semble pas typique du tout. J'adore vraiment ces gadgets, ce petit Harman Kardon, vraiment, c'est très joli. Tout ce qui est dans le champ de vision, à partir des genoux vers le bas, est malheureusement un peu en plastique bon marché. On ne peut pas en dire autant ici. Là, par exemple, nous avons une vraiment belle boîte de rangement. Différent de tout ce que je connais jusqu'ici, tu as ici ce Mini avec cette boucle, de plus encore avec ce textile. Ça semble de qualité quand tu l'ouvres et le fermes. Des lunettes ne rentrent pas ici. Mais maintenant, par exemple, ce petit écrin, oui. Alors, tu as ici encore. Un emplacement pour le téléphone du passager, par exemple. Et pour ton téléphone, ici encore en haut. Encore une fois délimité avec ce textile, chargement sans fil, rechargement sans câble, 2 porte-gobelets juste au bon endroit, impeccable. Et puis vous pouvez aussi mettre quelque chose ici, comme votre portefeuille ou quoi que ce soit d'autre. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut déplacer la coudoir centrale, ce qui est inhabituel pour cette catégorie de véhicules. Peut-on l'ouvrir? Non, en fait ce n'est pas possible. Mais tu as quand même des espaces de rangement ici. Ici, USB-C 2 x 12 volts, tout était nickel. Je me sens vraiment bien dans ce siège. C'est une ambiance agréable, détendue, typiquement Mini, mais même ici, on aurait pu faire quelque chose d'un peu différent. Peut-être ajouter motif si vous prenez du plastique bon marché. Je comprends qu'on économise sur les composants, mais ça, ce n'est pas joli. Je le vois d'ici, et c'est tellement beau ici. Puis soudainement, ça devient si laid, malheureusement. Qu'en est-il du montant B? Oui, il est comme ça, oui, je ne sais pas. Oui, c'est aussi du plastique, en fait. Ici, en haut, du plastique plus agréable que dans le X2. Ici, en bas, du plastique plus festif. Juste comme ça, simplement pour vous donner une petite idée, c'est vraiment très beau. Nous avons ici un affichage tête haute, rétractable, qui en fin de compte offre une belle visualisation. Vous le voyez ici, c'est un peu difficile d'y accéder avec un tel gros dispositif de caméra. Ainsi, vous voyez vraiment bien ce qui est affiché.
ça sort du tableau de bord, ça ne projette pas dans le pare-brise, mais je vois tout. C'est aussi très clair, bien plus clair que ce que vous venez de voir. C'est vraiment très vif, tout comme cet écran. Tu peux glisser vers le haut une fois de plus depuis le bas. Là, tu as encore des raccourcis, massage des sièges, données de conduite, affichage, contrôle de la pression des pneus, langue, et tu peux bien sûr choisir ce que tu veux y mettre. Moi, par exemple, je ne sais pas, Spotify ou les appels, je les mettrai là pour que tu puisses les rappeler rapidement. Oui, voilà pour ça. Maintenant, la question, parce qu'avec une voiture de 4,43 mètres de long, on pourrait peut-être quand même emmener quelqu'un. Je vais ajuster ma position de conduite et m'asseoir derrière moi-même pour que vous puissiez voir comment moi ou un enfant aurions de la place derrière vous. C'est parti. Un truc qui me saute aux yeux tout de suite en tant que propriétaire du Smart Hashtag Bouilly dans un foyer familial, c'est qu'hélas, tu n'as pas d'isofix à l'avant. C'est crucial avec 3 enfants comme ma femme. Ce n'est pas vraiment une voiture de voyage, mais elle conduit souvent en ville, pour la crèche, l'école, vous me tuez. Et je trouve que le placement de cela est vraiment bon, car le support devient ainsi directement accessible à tous. Cela rend d'autant plus facile de replacer la station isofix, surtout si tu la sors et la remets souvent. Je trouve cela très bien. À l'avant, il n'y a rien. Ainsi, ma femme peut, que ce soit dans la Smart Hashtag 1 ou dans la 3, également facilement fixer un siège pour enfants avec isofix. Alors, les sièges sont beaux ici. J'apprécie l'amour pour le détail avec le nom de la marque et la couche de tissu. Je trouve ça très beau. J'aime ces petites attentions. Je vais m'asseoir derrière moi maintenant. Donc, je suis évidemment bien trop grand pour être le passager arrière typique, mais si jamais tu embarques quelqu'un, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Nous parlons toujours d'une Mini, après tout. Cependant, il faut dire que ce Smart Hashtag 3, juste 3 cm plus court, m'offre plus d'espace pour les jambes ici derrière. Ironiquement, cependant, cela offre moins d'espace de coffre que la Mini. Cela aussi, on aurait pu s'en passer. Et donc, par exemple, à propos du designer qui a réalisé cela si joliment, pourquoi ne pas utiliser le même tissu bleu pour le revêtir? Je sais aussi combien cela coûte, mais c'est aussi mieux de ne laisser aucune matière à cette critique. J'ai ici 2 doigts d'espace au niveau de mes cuisses, ou plutôt en ce qui concerne la longueur de mes jambes, 2 ports USB-C et ici encore. Une sorte de truc couleur cuivre pour les ventilations ici, que malheureusement on ne peut pas orienter à gauche ou à droite. Et c'était tout. Comment puis-je m'asseoir? Alors je vais relever un peu l'appui-tête parce que sinon elle me presse dans le dos. L'appui-tête est aussi réglable très haut et j'ai encore presque 2 doigts d'espace avec mes, comme je l'ai dit, 1,88. Ce qui me plaît, c'est que nous avons des poignées de maintien à chaque place. C'est très bien. Nous avons aussi, je crois, un porte-manteau ici. On est vraiment bien assis. Donc malgré que le banc semble relativement droit et peu ergonomique, ce n'est pas le cas. Accoudoir central, 2 porte-gobelets, hauteur idéale. Ils ont vraiment bien fait et généralement, des grandes personnes ne s'assoient pas derrière d'autres grandes. Mais une station isofix avec une jambe, ça va être difficile. Donc celles qui ont la jambe, je le dis toujours en tant que père de famille, parce que je connais ce problème. Nous possédons un pouf très confortable et à part cela, il est vraiment très rond et attirant. Alors, je pourrais vraiment, si nécessaire, m'asseoir à l'arrière de Munich à Berlin et même y dormir, d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas comme si c'était totalement inconfortable, pas du tout. Avant même que nous empruntions l'autoroute, je peux vous assurer avec certitude que le Mini Countryman électrique trouve définitivement et avec aisance sa place sur les routes urbaines, sans aucun doute. Et ce Countryman, c'est vraiment bien pour ces bosses comme celles sur lesquelles nous roulons maintenant, parce que la voiture est un peu plus haute, donc tu n'as pas besoin d'être aussi prudent. Généralement, c'est bon pour le confort de suspension. On a des niveaux de récupération que je vous ai montrés avec la palette de changement ici. Tu peux choisir D, ça devient bruyant. D ou B, si tu es en D et que tu glisses, il récupère déjà beaucoup, car c'est réglé ainsi. En mode B, c'est encore plus fort, et le truc génial, contrairement à beaucoup d'autres voitures, il récupère complètement jusqu'à l'arrêt. Cela me plaît, car ainsi, tu n'as pas du tout besoin de freiner si tu as un peu de talent pour doser l'accélérateur au feu et tout. Bien qu'il puisse lui-même freiner au feu si tu utilises le régulateur de vitesse en ville. La suspension est vraiment harmonieuse pour ça, à mon avis. L'empattement n'est pas trop court, oui, même ses bosses et tout, il les absorbe sans effort. Je suis curieux de voir comment ça va se passer sur l'autoroute, parce que là, bien sûr, c'est une autre histoire. C'était un peu plus intense, mais il l'a très bien géré. Il n'a pas touché le sol, même s'il y avait vraiment un gros creux. Alors, génial, la direction est bonne, style cruiser urbain. Ce qui m'intéresse maintenant, ou ce que j'ai déjà remarqué, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas un très bon rayon de braquage. Si on veut, par exemple, faire demi-tour ici et aller dans l'autre sens, tu pourrais, avec beaucoup de petits véhicules, déjà presque tourner sur place. Alors ici, par exemple,
Je peux le prendre, mais je ne peux pas faire demi-tour. Je dois m'ajuster. Alors, pour une voiture de 4,43 mètres de longueur, elle a vraiment un grand rayon de braquage. Ce que je trouve toujours génial chez BMW, c'est définitivement le système de caméra. Regardez-moi cette netteté, cette représentation. Je peux lire ce qui est là, je peux basculer ici, je peux basculer là. Malheureusement, juste graphiquement, pas réellement sur la jante. Cela me manque un peu, je dois avouer honnêtement. Mais ce qui est vraiment très génial, c'est que la caméra tourne, bien sûr, parfaitement avec la direction. Donc vraiment très net, c'est fantastique. Tu as aussi l'aide au stationnement. Pas fan de cette configuration. Pense au panorama ou essaie le 3D. Opte pour le lavage auto, espérant trouver ce qui guidera, mais finalement c'est difficile, presque impossible de voir clair ou de savoir si tu es sur les rails ou non. Et maintenant, nous pouvons tester comment il indique que nous tournons ces traces de pneus. Alors, je trouve le système de caméra très bon. C'est un excellent croiseur urbain, mais malheureusement, comme dit précédemment, avec l'inconvénient qu'il n'a pas basculé sur la caméra arrière, même en marche arrière, j'aurais apprécié cela, peu importe mon mode. Alors, il est un peu lent dans sa maniabilité. Ce qui me frappe positivement, c'est surtout en comparaison avec des voitures comme le Tesla Model 3 qui n'ont tout simplement plus d'écran. Tu as ici, oui, toujours un peu comme un affichage tête haute pour pauvres, c'est comme ça que je l'appelais avant. Un panneau, une sorte de panneau qui sort du tableau de bord et sur lequel quelque chose est projeté au lieu d'une simple projection sur le pare-brise. Mais c'est bien mieux que rien et je trouve ça rafraîchissant. Malgré tout, c'est différent de regarder par ici, même si cela est très visible sans aucun doute. Et nous ici aussi, devrait vraiment mettre l'accent sur le compteur de vitesse. C'est également très visible. Mais l'avoir dans le champ de vision, je veux dire, regarder dans mon œil, je fixe droit devant, puis le compteur, et encore devant. C'était une microseconde. Donc même Superman n'aurait pas pu passer devant moi à vitesse maximale sans que je le remarque. Alors, c'est cool que tu aies ça, des instructions de navigation et même une carte affichée. Alors, l'affichage n'est pas cheap, que ça sorte maintenant du tableau de bord. Je n'aime pas trop ça, mais à côté, je trouve cela très correct. Encore une fois, un baume de rue, hop, hop, très bien. J'aime bien. La voiture offre une bonne visibilité, vraiment dans toutes les directions. Le montant A ne gêne pas, car il est relativement proche de moi. Je peux regarder partout. Il y a l'alerte d'angle mort. Et pour la ville, pas besoin de parler de sa réactivité. Il a tendance à pousser un peu en haut par contre. Pour ça, il faut passer en mode karting, qu'on va encore tester sur l'autoroute, notamment les entrées, pour voir comment il pousse avec ses, pas du tout négligeables 313 chevaux. Maintenant, il dit de mettre la ceinture. Pourquoi dit-il cela? Oui, le capot est grand, superflu, mais je trouve que c'est joli pour l'esthétique. C'est toujours une voiture et pas, comment les appelle-t-on, un pédélec ou comment s'appellent ces choses? Je ne le sais pas vraiment. Ça se conduit bien, c'est amusant en tout cas. Ce que je veux bien sûr savoir maintenant, c'est comment ça se passe si nous faisons un tour sur l'autoroute. Oui, c'est vraiment intéressant de conduire la même voiture que l'iX2, donc même concept, mais avec une carrosserie complètement différente sur l'autoroute. Et là, je remarque déjà que le Mini Countryman est un peu plus bruyant que l'iX2. L'iX2 est très silencieux, un peu plus sobre également sur l'autoroute car il est naturellement un peu plus corpulent. La voiture semble un peu plus grande. Nous avons aussi bien sûr un pare-brise très incliné. Plus tard, cela m'intéresse vraiment de voir la consommation car j'ai mesuré les deux voitures sur ce trajet. Donc en efficacité, sûr par la topographie, plus à venir. Système d'assistance. Tout cet appareil vient de chez BMW. Cela signifie qu'en termes de système d'assistance, vous êtes actuellement sur une voie sensationnelle. C'est aussi le premier Mini avec L2 conduite autonome. La direction fonctionne à merveille. Nous avons ici une route très sinueuse, la suspension est en fait assez bonne aussi. Il sautille juste un peu, mais c'est aussi pas une voiture d'autoroute, il faut le dire clairement. Juste pour la taille, le concept, quoi que ce soit. Comme dit, je le classe un peu comme le hashtag un, hashtag 3, celui de Smart. Et pourtant, il se dirige vraiment très très bien. Nous n'avons pas ici, malheureusement, le système Full Hands-Off Driving de BMW à bord. Pour un trajet sur autoroute, cela serait tout de même très intéressant, mais je suis bien assis, l'acoustique est correcte, c'est comme dit pas au niveau de BMW. Ce système innovant de BMW, avec son design totalement unique, apporte une avancée vraiment notable et singulière dans le domaine technologique, marquant un changement significatif. Cela profite énormément à la Mini. BMW propose une planification des itinéraires de recharge très efficace. Nous pouvons également essayer cela avec le choix de la langue. Navigue-moi vers Ambulam Angever.
Toute la graphie est en fait assez semblable à celle du BMW iX2, ce système d'exploitation neuf. Vous pouvez maintenant voir, en termes de durée, combien de temps cela prend. Il calcule, car il doit bien sûr prévoir un très long trajet et doit également considérer différents fournisseurs de recharge. Sur les fournisseurs de recharge, nous en parlerons dans cette vidéo, comme prise de conscience. Et voilà l'itinéraire. Mais qu'est-ce que je vois en tant que conducteur de véhicule électrique? Que probablement le guidage par itinéraire de charge est désactivé. Nous allons activer cela très rapidement. Cela se fait juste ici, sur la grande roue dentée. Cliquez dessus, allez sur chargeur et planifiez les arrêts. Et encore une fois, le grand avantage du système BMW, c'est que vous pouvez choisir avec combien vous arrivez à la recharge, mais également à destination. Pourquoi est-ce important? Eh bien parce que par exemple, vous dites que vous voulez rouler sur l'autoroute avec la batterie la plus vite possible afin de maximiser votre autonomie. Et vous êtes audacieux, vous optez pour le minimum. Cependant, à l'hôtel par exemple, vous ne pouvez pas charger. À l'étranger, il se peut que la borne de recharge soit déjà prise ou qu'elle soit totalement indisponible. Là, dis d'accord, je veux aller quelque part demain, d'accord? Alors, tu fais juste 10 ou 20% ou comme tu en as envie. Alors, et parce que nous pouvons maintenant charger à Bulam-Unjeva, notre destination, nous minimisons autant que possible la charge et tentons à nouveau. L'itinéraire est recalculé, il recalcule maintenant et inclut bien sûr les arrêts de chargement. Voyons donc combien de temps exactement cela prendra. C'est bien sûr particulièrement intéressant à savoir, car cela montre clairement la vitesse de calcul. Il lui faut du temps, comme on peut le voir. Il est indiqué ci-dessus, recalcul de l'itinéraire. Peut-être qu'on serait même mieux loti en recommençant complètement à zéro. On peut essayer. Oui, non, maintenant il a compris. Maintenant il l'a. Maintenant il l'a. Maintenant je vais dézoomer pour voir sur la carte ce qui se passe ici. On est maintenant à un niveau de charge assez élevé avec la batterie. Et ici, on voit notre premier arrêt de recharge, borne de recharge rapide, deuxième arrêt de recharge, troisième arrêt de recharge, et ainsi de suite. Ici, tu peux cliquer sur le drapeau, et ensuite, tu verras combien de temps il te faudra pour atteindre la prochaine borne de recharge. 204 km, heure 58, et puis le total. Et ici, tu vois, pour ainsi dire, ton itinéraire complet, les points de passage. C'est vraiment très très bien présenté. Ici, il prévoit, Dieu merci déjà Ionity. Et puis tu vois ici ce qui vient ensuite, comment je trouve ça vraiment génial, que même dans une voiture qui n'est pas vraiment faite pour l'autoroute, tu vois avec quel pourcentage j'arrive, jusqu'à combien je charge, de quelle heure à quelle heure, quel type de chargeur c'est, combien sont disponibles. Je trouve ça tip top, je trouve ça vraiment très très bien à ce point-là. Donc ici nous voyons toutes les possibilités de recharge, je trouve ça plutôt bien. Mais si je balayais cela, j'aimerais peut-être aussi voir dans cette vue, je l'ai dit aussi pour le X2, combien j'en fais où, juste pour avoir une idée de combien je vais en faire, par exemple, dans les prochaines heures, en termes d'arrêt de recharge. Tu peux évidemment regarder cela ici. Ici, tu peux aussi regarder si tu veux. Savoir avec quel pourcentage tu arriveras à la prochaine borne de recharge, on te le montre, puis tu l'ouvres, et là tu vois, d'accord, avec 11, il préconditionne aussi la batterie, vous pouvez le voir ici dans l'incrustation. C'est comme ça qu'il va naturellement vous montrer devant la borne de recharge. Il préconditionne la batterie si elle est trop froide ou éventuellement trop chaude. Il l'a fait pour moi aussi. Mais vous pouvez aussi, et c'est ce qui est génial, aller séparément dans ce menu du préchauffage de la batterie. Là, vous aurez alors l'option d'activer un préchauffage ponctuel et non automatique. Cela signifie qu'il ne conditionnera pas automatiquement en préparation si vous avez un plan de route de charge, mais il peut aussi être réglé pour une seule fois, c'est-à-dire actuellement sans planification de route de charge, si vous savez où vous voulez charger, sans que vous ayez un guidage d'itinéraire actif. Un petit point que je pourrais même ajouter ici concerne le centrage. Si je conduis ici, par exemple, je vois une sortie et me dis « D'accord, attendez, peut-être que j'ai besoin de, je ne sais pas, d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Peut-être choisirais-je une borne plus tôt. Ici, une DC, là, une autre, une en vert, une en jaune ou en rouge. » Cela m'indique à peu près, d'accord, celle-ci est libre, celle-là est peut-être déjà un peu occupée, la rouge est prise. Cela dérange bien sûr, là, je ne veux évidemment pas m'arrêter, mais je le trouverais plus agréable. J'en ai aussi parlé avec BMW, ils s'occupent maintenant de l'affaire, que je trouverais cela joli. Si on pouvait voir ici qu'il indique alors 2 sur 4 bornes libres, que tu le vois directement ad hoc, peu importe le niveau de zoom de la carte où tu es, je trouverais cela très franchement et sans aucun doute extrêmement agréable pour répondre avec beaucoup de spontanéité à tout projet de recharge vraiment imprévu.
pour réagir et que tu n'aies pas besoin de cliquer d'abord sur la borne pour voir combien de places sont réellement disponibles. Parce que vert, jaune, rouge, c'est une question d'interprétation. Qu'est-ce que cela signifie, vert, jaune, rouge? Je voudrais aussi tester un peu la dynamique de conduite de la voiture car nous devons sortir ici maintenant. Et pourtant, nous sommes assis dans le pendant électrique de la John Cooper Works. Bon, ce n'est pas vraiment ce que nous faisons car tu ne peux pas sérieusement faire cette comparaison. Mais en termes de dynamique longitudinale, c'est vraiment impressionnant. Parce que tu as ici ce couple immédiatement disponible de 395 Nm massifs. C'est vraiment beaucoup pour une telle voiture. Il a même un peu plus de chevaux que le John Cooper Works. Il a 300, celui-là a 313. 5,6 secondes de 0 à 100 sont nécessaires ici. 5,4 secondes de 0 à 100. Avec la John Cooper Works. Donc pas vraiment une différence perceptible. Mais à la vitesse maximale, vraiment, tu le sens très clairement. Nous sommes en effet limités ici à 180. Évidemment, je ne peux pas vous le montrer sur l'autoroute portugaise. C'est suffisant pour la voiture, vraiment suffisant. Mais avec une John Cooper Works, tu peux pousser jusqu'à 250. Il faut le savoir. Et vous devez aussi savoir que, bien sûr, la John Cooper Works, surtout à des vitesses supérieures à 120, pousse nettement plus fort. C'est vraiment pas à sous-estimer, mais ce sont plutôt des cas d'exception, et la plupart des gens qui achètent ce type de voiture ne mettent peut-être pas tant d'importance à cela. Je voulais juste le dire, car tout en louant l'électromobilité, je ne veux évidemment pas enjoliver artificiellement l'électrique, mais plutôt souligner quels sont aussi les avantages d'un moteur à combustion. Je vais poser mon sac à dos ici pour éviter qu'il ne bascule, parce que nous avons ces expériences, ces boutons que je vous ai montrés au début. Et maintenant, nous allons faire un petit peu de karting ensemble. Oui, tu remarques donc très attentivement que cela n'est absolument clairement pas une suspension John Cooper Works. Alors, on le sent un peu quand même. Il a une bonne tenue de route, bien sûr, à cause de la batterie haute tension, qui n'est pas si petite que ça pour cette voiture. Il est stable, mais cela est vraiment absolument plus flou que dans une mini John Cooper Works. Donc, si vous êtes dynamicien, oui, ça grince, mais réduit aussi la puissance dès un angle de braquage. Conduire cette voiture est véritablement agréable, surtout sur les sinueuses routes de campagne, mais elle ne parvient absolument pas à rivaliser avec une John Cooper Works, modèle emblématique pour les amateurs de vitesse. C'est une conception complètement différente. Ici, l'objectif vise plutôt des attitudes dynamiques longitudinales jusqu'à 120 en accélérant sur une autoroute, ce que nous ferons bientôt pour vous, que vous voyez, d'accord, comment ça se passe, à quelle vitesse, le compteur monte. Alors maintenant, accélérons de 70 à vitesse autoroutière en mode karting. Ce que je trouve génial, mais en même temps frustrant, c'est par exemple, merde, il superpose la recharge sans fil sur mon tableau de bord, si bien que je ne peux pas voir comment mon compteur augmente joliment. Recharge sans fil, encore une fois. Alors pourquoi superpose-t-il cela? Cela m'agace vraiment au plus haut point. Justement maintenant, quand je voulais apprécier de voir l'aiguille monter, chose que je rate souvent avec les affichages numériques qui grimpent ainsi. Que je n'ai plus cette aiguille classique qui monte, sur laquelle je me repose aussi un peu visuellement pour me situer. Combien est vraiment bonne l'accélération? Maintenant, oui. Et puis, il superpose la charge sans fil juste au-dessus. Ça vient vraiment de m'énerver sérieusement. Mais si ça n'est pas là, c'est quand même cool de la voir. Ce que je trouve vraiment génial, c'est encore une fois l'avantage du système BMW, même si ici tout diffère en structure de menu, que tu as bien sûr ici aussi cette profusion de systèmes d'assistance. Tu peux utiliser réglage de conduite. Ici, par exemple, l'alerte de dépassement, tu dois la désactiver à chaque fois, sinon ça bipera. C'est cette directive de l'UE. Ici, tu as l'assistance de limitation de vitesse qui ajuste automatiquement la vitesse au panneau. Mais pas seulement, il suit aussi activement l'itinéraire, par exemple. Ou simplement, je ne sais pas, l'assistant de changement de voie est bien sûr inclus aussi. Feu, que donc le feu, qu'il s'arrête via le régulateur de vitesse. Mais par exemple, au Portugal, il ne peut pas le faire. Il peut le faire en Allemagne. Et comme tu veux, disons, avoir la vitesse juste comme tu le souhaites. Donc, quelle marge tu souhaites avoir? 10 de plus, tu veux. 5 de plus, donc toujours au-dessus de la limite de vitesse pour qu'il l'adopte, disons, automatiquement. Alors, le fait que tout cela provienne de chez BMW, ça fait vraiment du bien à la voiture. C'est super important en termes de système d'assistance. Mieux vaut en avoir trop que pas assez, et je trouve cela excellent. Donc, même si tu conduis sur l'autoroute,
tu as vraiment des systèmes d'assistance haut de gamme. Pas seulement en termes de fonctionnalité, mais réellement aussi. Des options de réglage et de personnalisation, je trouve cela vraiment très bon. Avant de nous diriger vers la borne de recharge, je voulais quand même vous montrer à nouveau le mode karting, car malheureusement, je ne l'avais pas confirmé auparavant. Et que tu l'as confirmé, tu l'entendras. Quand tu appuieras ici, tu attends un peu, ensuite, il demande « Activer ». Il a dit avec enthousiasme, voyons donc si c'est vraiment aussi génial. En tant que conducteur très dynamique, on souhaite obtenir un peu. Plus de retour d'information de la part du véhicule. On doit vraiment essayer ça. Ici, on a un beau virage, on peut vraiment le tester en entrant sur l'autoroute. Oui, c'est déjà plus amusant. Oui, maintenant, il a bien moins réduit la puissance qu'avant, donc il permet déjà nettement plus d'angles de braquage. Il semble être un peu plus ferme, ce qui pourrait être subjectif, mais c'est vraiment assez agréable. Et la réponse à l'accélérateur est aussi un peu plus brutale. Oui, donc je ne veux pas vous cacher le compteur de vitesse non plus. Tout le monde fonce ici sur cette Via Verde, comme des pilotes de rallye. Mais là, c'est 120. Maintenant, regardez le compteur. Et voilà, attention, 60, 80, 100 et puis les 120. Oui, donc, tu n'as pas besoin de l'atteindre plus rapidement, n'est-ce pas? Alors, super rapide, que veux-tu de plus? C'est plutôt cool, le petit. Pas au niveau de John Cooper Works, mais c'est assez cool, n'est-ce pas? Alors, allons à la borne. Vous vous souvenez, j'étais exactement ici, mais de l'autre côté de l'autoroute, avec la BMW iX2. Et je vous avais promis qu'à l'avenir, je prendrais le temps et l'effort de me rendre à Ionity pour que nous puissions filmer de manière fiable la fenêtre de chargement. Je n'ai pas réussi à maintenir ma promesse, car cela demandait bien plus de temps, beaucoup plus que je n'en avais réellement. Et nous pouvons en tirer un avantage si nous chargeons à une telle borne de recharge, car nous voyons quelle différence de temps cela fait réellement si tu ne peux pas utiliser la pleine puissance de charge. Concernant la pleine puissance de charge, c'est comme déjà mentionné la même plateforme technologique que celle utilisée pour le iX2. Cela signifie que cette voiture peut également se charger à 130 kW en courant continu, ce qui lui permet de passer de 10 à 80% en 29 minutes. Exactement le même temps que l'iX2, exactement le même temps que le Smart #1 ou encore #3, tous avec une capacité de batterie identique, donc 64,7 kWh. Et pour ne pas faire de suppositions, mais plutôt voir ce que cela signifie vraiment, quand tu te rends à une borne de recharge qui ne délivre pas la puissance maximale, comme cette magnifique borne EFATEC ici de Viva Verde ou Via Verde, nous verrons à la fin combien de temps nous avons perdu pendant ces 29 minutes. Si nous cuisinons trop fort et mangeons pas si chaud, ou si la différence est finalement importante. Je prophétise, parce que cet appareil ne dépasse jamais les 105 kW alors qu'il devrait tirer très stablement 130. Je dirais qu'on va dépasser les 10 minutes, c'est certain. C'est donc votre décision si vous aimez cela ou non. Le fait est, nous devons maintenant voir sur l'autoroute combien il consomme réellement. En réalité, nous avons fait effectivement recharger 25 kWh en 16 minutes. C'est ce que l'iX2 a consommé. Je suis vraiment très curieux de voir, pour cette voiture particulière qui a une conception totalement différente et unique en termes de carrosserie, ce que cette voiture spécifique finit par réaliser en matière de consommation d'énergie. S'il est en dessous ou s'il est au-dessus, en termes de prix, c'est comme ça, c'est toujours un vrai charabia dans l'électromobilité où tu payes quelque chose. Je suis un fan de l'uniformisation, c'est pourquoi aussi Ionity partout en Europe à 49 centimes le kilowattheure. Alors, tu payes 6 € de frais de passeport chez Ionity, mais avant c'était 13 €, donc ils ont en quelque sorte divisé cela par 2. Comprends le tarif mensuel, avantageux pour voyageurs, moi ça vaut le coup. Et donc tu finis, je pense, par dépenser environ 10 à 12 € pour 100 km. Tu y arrives complètement, je crois, vraiment presque avec une John Cooper Works, même en roulant à 130 sans aucun problème. Maintenant, je vous montre le time-lapse de la borne de recharge. On est de nouveau tombé à un joli 55 kW parce que c'est comme ça à l'étranger. C'est ce que je répète sans cesse. C'est pour cela que je suis si content que Ionity se développe autant, parce que pour moi, en tant que conducteur à grande vitesse, trajet rapide, pause de recharge courte, multiples arrêts, il est crucial que ce soit fiable et que ça charge à fond. Et que je ne sois pas sans cesse en train de tomber, de remonter, de retomber parce que cela coûte énormément de temps. Comment cela apparaît avec la courbe de charge? Je vais vous montrer maintenant.
Alors, mes très chers amis, vous avez certainement vu cela. Il a pris exactement 36 minutes et 30 secondes. Des 5% où nous avons été infectés. Mais si nous regardons maintenant combien de temps il a pris de 10 à 80, je suis plutôt étonné car la différence de temps n'est pas si grande. Auriez-vous imaginé cela? Donc au bout du compte, il a pris 33,5 minutes pour aller de 10 à 80% au lieu des 29 promis. Que signifie promis? Il atteint bien les 29, mais c'est la borne qui n'a pas tenu le coup. Elle est même tombée plusieurs fois et malgré cela, en effet, nous avons simplement pris environ 4,5 minutes de plus que ce que nous avions prévu initialement. La voiture, en réalité, a véritablement besoin d'une borne qui fonctionne très bien. Cela nous révèle clairement l'hystérie intense lorsqu'on arrive à une borne qui ne marche pas du tout bien. Ce n'est pas si grave. Cependant, dans ce cas, et je dois le dire pour conclure, ce n'est pas si grave uniquement parce que la voiture n'est pas trop éloignée de cette capacité de charge. Si tu arrives ici avec une voiture de 400 volts, parce que 800 volts, tu ne peux pas du tout charger ici. Peu importe, que ce soit la EQS, la BMW iX, je ne sais pas, la BMW i4 ou quoi que ce soit d'autre, qui peut atteindre 200 kW, tu laisses juste la moitié de côté. Donc au lieu d'être au pic de 200, tu es seulement à 100. Et avec les voitures, tu remarques déjà plus nettement la différence de temps. Plus la puissance de charge est faible, donc en comparaison à ce que la borne de recharge peut offrir, moins il y a de différence de temps aussi. Donc dans ce cas, ce n'est pas grave. Mais si j'étais venu avec ma voiture ou avec une autre voiture capable de charger à 200 kW, alors tu le remarquerais vraiment très clairement. Alors, voilà le résultat et c'est ce qu'on en a appris. Quelle est la différence de temps quand tu es à une borne qui ne peut t'offrir que 100 kW pour une Mini Countryman? Oui, cette histoire de Countryman à garde haute, juste remarquez ici, il y a un seuil énorme non vu. Donc avec beaucoup d'autres voitures, tu aurais touché le sol ici et causé des éraflures désagréables. C'est déjà pas mal d'avoir une telle... Comme le Britannique l'a précisément dit, une garde au sol nécessaire. Oui, mais alors, quel est donc mon verdict sur la Mini? C'est un peu différent de l'iX2, malgré la même plateforme, car nous avons ici deux concepts de véhicules différents et, je pense, des utilisations différentes. Je peux me tromper, vous pouvez corriger cela dans les commentaires. Pour quelles raisons envisageriez-vous une telle voiture? Alors, comme voiture principale ou peut-être plutôt comme second véhicule? J'ai tendance à penser à un second véhicule, malgré les prix pas si avantageux du Mini, évidemment. C'est pourtant une voiture tout à fait complète, avec un intérieur vraiment attrayant, d'une esthétique incroyablement belle. Donc, quand on le voit ainsi, je suis vraiment un peu, enfin pas au point d'en être amoureux, au point de vouloir l'avoir maintenant ou de l'échanger contre le Smart Hashtag 3. Sans parler de la puissance à 430 chevaux, les marionnettes dansent un peu différemment, mais je le trouve vraiment incroyablement beau. Et je pense que ma femme le trouverait beau aussi. Surtout que le coffre est bien plus grand que celui de la Smart Hashtag 3. Et juste au coin, ici, j'ai même montré à l'époque la Smart Hashtag One Brabus en noir pour vous. L'air est toujours le même, pour ainsi dire. Alors, une superbe voiture. Les systèmes d'assistance, c'est du BMW, quoi. C'est nickel. Vous ne trouverez presque nulle part ailleurs mieux que ça. Au maximum pareil. Vous ne sauriez pas où non plus, mais au maximum pareil, mais pas mieux. Suffisamment d'espace dans le coffre et à l'arrière, beaucoup de place aussi. Oui, mais ce n'est plus si mini avec 4,43 mètres. Pareil que chez Smart. Smart avec 4,40 mètres, c'est encore moins smart que le tout petit Mini. J'apprécie le design, trouve les options de personnalisation, packs intérieurs, couleurs très belles. C'était toujours une petite chose. Mi a toujours été quelque chose d'un peu pour le gourmet, qui aime se distinguer un peu et qui aime aussi dépenser un peu plus d'argent pour simplement avoir quelque chose de beau, c'est simplement quelque chose de délicat. C'est un peu comme le filet mignon dans cette catégorie, que tu n'as pas simplement quelque chose de prêt à porter. Plus je regarde, plus vraiment il commence à me plaire beaucoup. Ce qui gêne, c'est la puissance de 130 kW, mais pour l'usage prévu, c'est acceptable. Alors, je ne le classe pas au même niveau que pour le iX2. Mais je suis un peu plus indulgent ici. Et je pense que la voiture prouve encore une fois, même venant de la direction Mini, c'est juste là en bas, ce n'est finalement pas un cadavre ossifié pour plonger un peu dans la pathologie. Parce que l'espoir de Diesel Dieter n'est pas si vieux, mais ça commence doucement à sentir mauvais. On peut le dire ainsi. Elle a été poussée vers le bas, l'espoir de Diesel Dieter, que les voitures ne se convertissent pas à l'électrique, ce rêve échoue pas. Vous ne vous trompez vraiment pas avec ça, belle voiture. Je recommande encore une fois le leasing. Néanmoins, malgré tout mon enthousiasme, il faut bien admettre que cette voiture, comme toute autre voiture, que ce soit mon EQS, un i7 ou quoi que ce soit d'autre, sera malheureusement considérée comme obsolète dans 5 ans en raison des progrès technologiques très rapides dans le domaine de l'électromobilité. Ce n'est pas que l'on ne peut pas le conduire.
Les histoires de batterie, c'est aussi n'importe quoi. Donc la batterie de l'i3 par exemple. À 200 000 km, j'ai lu les données d'un utilisateur qui avait 99% de santé de batterie. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que les gens veulent toujours mieux. Et dans 5 ans, il y aura mieux et alors, personne ne voudra plus l'acheter. Nous proposons du leasing et des essais pour 2 ou 3 ans. Trouvez nos offres sur Eviom, très bientôt aussi pour Mini. Qui sait si Mini désire vraiment lancer des bannières premium, des offres de leasing sur Eviom. Vous découvrirez absolument tout sur l'électromobilité directement dans la description ci-dessous. Dites-moi ce que vous pensez du Countryman All4 Cooper S électrique. Ok, merci beaucoup Consti aussi pour ce travail et à la prochaine.